ceux qui me suivent savent qui vous êtes. Je suppose que les personnes qui vous suivent savent également qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, Zach, vous êtes un de mes héros. Pour de nombreuses raisons. Je pense être mieux placé que quiconque. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans le domaine de l'environnement à essayer de sauver la nature. Et l'autre moitié, notamment, à traiter des produits toxiques et de leur impact sur la santé humaine. Je pense que vous, mieux que quiconque dans l'histoire, avez réuni ces deux choses en une seule vision pour penser et comprendre le monde. Vous avez une telle façon d'expliquer cette unité à tant de personnes comme moi, en nous aidant à comprendre que tout est lié. Laissez-moi vous dire, je vous connais depuis des années, mais j'ai commencé à vous prêter une attention particulière lorsque j'ai plaidé les affaires Monsanto sur le glyphosate. Et vous avez mené beaucoup de réflexions vraiment importantes sur le glyphosate. Pour la première fois, j'ai vraiment parlé avec des experts qui m'expliquaient la voie de l'acide chiquimique et l'importance de l'impact nocif du glyphosate sur les gens. En réalité, il endommage le microbiome en enrichissant les bactéries qui causent l'inflammation. Et il crée un environnement beaucoup plus hostile dans votre intestin et dans votre corps. Pour les bactéries commensales, celles qui sont censées être les forces de combat, qui se débarrassent des envahisseurs inflammatoires dans nos systèmes et de l'inflammation. Je pense que c'est l'une des choses que vous avez vraiment enseignées, c'est que l'inflammation est la base de tout. C'est une présentation incroyable venant de quelqu'un ayant eu l'impact que vous avez eu sur le monde et l'étendue des militants et des scientifiques avec lesquels vous avez été en contact au cours des 40 dernières années. C'est une introduction très touchante, mais je pense très à propos de commencer par la voie de l'acide chiquimique. C'est une voie enzymatique ésotérique qui n'est pas connue du grand public, ni des consommateurs, ni des médecins. On ne m'a certainement pas enseigné la voie de l'acide chiquimique. C'est parce qu'elle n'est pas présente dans le corps humain et que la voie de l'acide chiquimique ne se trouve que dans des organismes unicellulaires ou des plantes. Ainsi, les bactéries et les champignons présents dans nos sols ou les plantes que nous consommons contiennent la voie de l'acide chiquimique et son rôle essentiel dans la nature et la biologie humaine consiste à produire un certain nombre de composés différents que je classerai en deux catégories générales. L'une étant les alcaloïdes, qui sont les médicaments contenus dans nos aliments, y compris un grand nombre des anti-inflammatoires auxquels vous faites référence ici. Donc les anti-inflammatoires, les anticonvulsions, les antidiabétiques, ceux contre les maladies cardiaques et les anticancers. Tous ces composés dans les alcaloïdes que j'ai longtemps exploités, comme d'autres dans l'industrie pharmaceutique. Vous savez, lorsque j'ai commencé à développer des chimiothérapies, nous observions toujours les alcaloïdes pour savoir quelles molécules nous devrions manipuler ensuite pour constituer ou non une chimiothérapie, parce que la nature a déjà découvert ces voies thérapeutiques. Et puis l'autre catégorie, si on va au-delà des alcaloïdes, sont les acides aminés essentiels. Et donc, les molécules de carbone cycliques nécessaires pour que les acides aminés essentiels soient produits viennent nécessairement par la voie de l'acide chiquimique. Les bactéries et les champignons dans notre intestin ou dans le sol ou dans les plantes que nous consommons. Et les acides aminés essentiels sont transformés ainsi car nous ne pouvons pas produire ces substances. Nous ne possédons pas la voie de l'acide chiquimique. Ceci inclut des composés critiques comme la phénylalanine, le tryptophane, la tyrosine. Ces acides aminés cycliques sont les blocs de constitution pour les grandes enzymes, les protéines et les neurotransmetteurs, et finalement les hormones. Il est donc impossible d'avoir des signaux normaux d'œstrogène, de testostérone, de norépinéphrine ou d'épinéphrine dans le corps sans ces éléments constitutifs des acides aminés essentiels qui proviennent des microbes de votre intestin ou des microbes du sol ou des plantes que nous consommons. Ainsi, les éléments constitutifs de la vie humaine, les éléments constitutifs en fait de toute vie multicellulaire, sont assemblés par cet incroyable microbiome et de la flore qui les nourrit.
Lorsqu'il a été question dans les années 70 d'ajouter au système alimentaire un produit chimique qui bloquerait la voie de l'acide shikimique, l'EPA, l'USDA et tous les organismes de réglementation ont accéléré le processus en affirmant que le produit serait plus sûr que l'eau, ce qui a été leur slogan pendant de nombreuses années, comme vous le savez. Parce qu'ils ont affirmé que, puisque la voie de l'acide shikimique n'existait pas dans les cellules humaines, ce produit n'était pas un danger pour les humains. Nous pourrions en boire toute la journée et nous ne serions pas inquiétés. Et pourtant, nous avons vu l'impact immédiat sur la santé humaine, rétrospectivement, n'est-ce pas? Donc, si nous regardons l'impact de l'industrie alimentaire chimique sur la santé publique qui commence vers 1978, puis s'accélère jusqu'en 1992, quand on a commencé à pulvériser ce glyphosate de Roundup directement sur le blé. Pendant 24 mois, nous avons vu l'essor de la sensibilité au gluten comme une épidémie. Puis, en 1996, nous modifions génétiquement le maïs, le soja, la betterave à sucre et le reste, pour qu'ils soient capables de tolérer les épandages directs. Et maintenant, toutes ces cultures de base sont pulvérisées directement avec un produit chimique et sont cultivées dans un sol qui n'active pas la voie de l'acide shikimique à cause de la toxicité du glyphosate. Les plantes elles-mêmes ne peuvent plus fabriquer les acides aminés essentiels. Il n'y a que 22 acides aminés qui composent le corps humain, ce qui est formidable. C'est comme l'alphabet, vous n'avez que quelques lettres qui produisent ensuite des centaines de milliers de mots. De la même manière que les voyelles sont essentielles à la langue anglaise, si vous éliminez 4 de ces voyelles ici, vous orthographiez mal 50% des mots qui existent. De la même manière, si vous éliminez les acides aminés essentiels. Il y a ces 9 acides aminés essentiels sur les 22 que nous ne pouvons pas produire. Et si vous en supprimez 3, 4 ou 5 touchant la toxicité de la voie de l'acide shikimique, nous créons soudain des humains dont les protéines sont mal orthographiées. Et quand nous orthographions mal les protéines, nous perdons la capacité de détoxification. Nous perdons la capacité de réparation. Et nous commençons à vieillir à un rythme accéléré qui conduit à cette émergence de maladies comme les sarcomes et les cancers que nous ne verrions pas avant nos 80 ans apparaissent tout d'un coup chez des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, en une seule génération, en supprimant l'alphabet de la biologie humaine, nous nous retrouvons avec une épidémie de maladies chroniques à grande échelle. Vous avez mentionné le sarcome et je suis en train de lire un livre de Peter Duesberg en ce moment. Et comme vous le savez, Peter Duesberg s'est battu contre Tony Fauci au début de l'ère du VIH. Et Peter Duesberg était l'un des plus brillants virologues et scientifiques de notre génération. Et sa conviction était que l'épidémie de VIH n'était pas causée, ou plutôt que l'épidémie de sida n'était pas causée par le VIH, mais par des produits toxiques. En particulier des produits toxiques auxquels les homosexuels s'exposaient dans leur style de vie festif. Et particulièrement le nitrate d'amyle ou le poppers étaient probablement les responsables les plus évidents de l'épidémie de sarcome de Kaposi, qui a été le premier signal du problème du sida. Je ne sais pas si vous savez, il est persuadé que le VIH ne cause pas le sida, que tout est dû aux produits toxiques. Je ne sais pas si vous êtes de cette école, mais j'aimerais entendre votre opinion à ce sujet. Je sais aussi que c'est cohérent avec beaucoup de choses dont vous parlez. Mais le vrai problème, ce sont les agressions contre l'environnement qui renforcent les virus, leur permettant de nous infliger des dommages qui devraient normalement être bénins. Si nous avions un écosystème sain à l'intérieur et à l'extérieur, la polio n'existerait pas, le VIH n'existerait pas, la tuberculose n'existerait pas, et tous ces autres virus qui ont ce genre de connexion environnementale. Oui, la science de ces 20 dernières années a fait exploser le paradigme précédent. Et vous savez, le paradigme précédent était celui de la croyance en un système immunitaire adaptatif selon lequel les humains sont en conflit permanent avec le microbiome et le biome. Et nous y serions toujours vulnérables ainsi qu'aux attaques des virus. Cela remonte aux années 1800 avec les débats entre Béchamp et Pasteur en France, qui s'opposaient sur la théorie des germes contre la théorie du terrain. C'est ce que Béchamp a constaté en observant des jumeaux génétiquement identiques et exposés à des environnements différents qui finissaient par souffrir de maladies complètement différentes.
Son argument était donc que ce n'est pas tant la prédisposition génétique de l'individu ou des maraudeurs qui attaquent, mais plutôt la condition et le terrain à l'intérieur de cet être humain spécifique lorsque vous le placez dans un meilleur macro-environnement. Il constatait donc des variations de vulnérabilité basées sur notre macro-environnement et la résilience contre la maladie si nous étions dans un environnement plus sain. Il a donc été le premier à établir, bien avant l'apparition des mots génétique, microbiome ou même bactéries, que le corps humain reflétait ce grand écosystème qui nous entoure et que les fragilités de notre corps n'étaient en fait que les symptômes de notre déconnexion de ce grand écosystème qui nous entoure. C'était un scientifique remarquablement brillant et ce raisonnement académique a été soutenu par des centaines d'académiciens dans les deux camps pendant plus de 30 ans de débats avec cette rage. Puis, avec l'avènement de l'industrie chimique vers la fin des années 1800 qui a donné l'opportunité de commencer à tuer des choses, et par l'observation qu'il était possible de tuer des germes et des choses similaires, Pasteur a pris le dessus et nous sommes donc en quelque sorte tombés dans ce dogme plutôt que dans un débat entre ces deux choses. Nous voilà 120 ans plus tard. Vous vous rendez compte que nous aurions dû poursuivre ce débat, parce qu'en fait les deux camps ont une part de vérité, n'est-ce pas? Il y a des virus et des bactéries qui peuvent fonctionner comme des agents pathogènes lorsque l'environnement et l'écosystème sont perturbés. Mais la nouvelle science de ces 20 dernières années a vraiment mis fin à ce que nous devrions considérer comme le monde de l'ancienne théorie des germes, car nous découvrons maintenant que le corps humain sain regorge de bactéries et de virus. Mon flux sanguin, alors que je suis assis ici devant vous, heureux, dynamique et vigoureux, contient 10 à 15 virus. Ce n'est pas compatible avec l'ancien modèle. J'ai 14 quadrillions de mitochondries vivant à l'intérieur de moi, qui sont ces petites bactéries qui vivent à l'intérieur de mes cellules avec une sorte de capacité de reproduction. Elles se reproduisent dans mes cellules tout le temps. Je reste en relation avec mes mitochondries de la même façon, je ne peux pas rester en relation avec 1,4 quadrillion de bactéries. Et nous ne savons même pas combien de quadrillions de champignons et de levures et autres sont dans mon corps. Il suffit de dire que j'ai cet univers qui dépasse de loin le nombre de mes cellules humaines dans ce monde microbien interne. Et nous savons maintenant que les microbes ne sont pas limités à mon intestin ou à ma peau. En fait, mon cerveau contient des bactéries et des champignons qui travaillent à l'entretien sanitaire de mon système nerveux central. Et si je développe une lésion neurotoxique à cause d'une contamination par mon système alimentaire ou autre, les bactéries et les champignons sont capables de répondre de manière à contrôler les dommages pour les réparer. Nous avons donc tout ce nouveau monde qui émerge pour découvrir que la santé humaine n'est pas centrée sur la cellule humaine, mais au contraire, la santé humaine prospère dans ce grand écosystème à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qui la détermine vraiment. Et donc, quand on regarde quelque chose comme le VIH, cela ressemble beaucoup à l'ancien modèle de la théorie des germes où l'on pensait « Oh, un virus qui cause le sida ». Si vous regardez la majorité des publications scientifiques revisitées par des pairs, abordant tous les aspects du VIH, vous verrez que la première ou les deux premières phrases sont « Le VIH est le virus qui cause le syndrome du sida ». Et malheureusement, cette phrase n'est jamais accompagnée de référence. Vous ne trouverez jamais de référence scientifique à cette phrase car il n'y a jamais eu d'études scientifiques prouvant qu'inoculer le VIH provoque le sida. On l'a donné à des singes, on l'a donné à des souris, on l'a donné à des humains, il ne cause rien en soi. Il faut en fait l'introduire dans un organisme et détruire le système immunitaire de cet organisme avant de commencer à voir le VIH s'associer à quoi que ce soit d'autre. Mais tous les symptômes du sida ne sont pas causés par le VIH, ce qui est intéressant. Vous avez mentionné le sarcome de Kaposi, ou les leucémies qui sont courantes dans le sida, ou les troubles cutanés qui surviennent avec le sida, ou les pneumonies. Beaucoup d'entre eux sont causés principalement par le virus de l'herpès et pas par le VIH. Ainsi, lorsque nous disons que le VIH cause le sida, tout ce que nous pouvons réellement dire, c'est qu'il y a une corrélation d'événements qui fait que lorsqu'une personne présente cette large déficience immunitaire qui a maintenant une relation anormale avec tous les virus de l'herpès, les virus de l'hépatite sont également courants, puis ce VIH, ils sont plutôt symptomatiques de ce nouveau déséquilibre que d'une attaque pathogène. C'est ce qu'a souligné une étude récente observant le sang de 8700 personnes en bonne santé dont le dépistage des maladies chroniques de l'hépatite et du VIH était négatif et qui étaient des donneurs de sang. Il s'agit donc de donneurs de sang aux États-Unis, en Europe, en Asie du Nord
où les taux de VIH sont très faibles. Et sur ces 8700 patients, nous avons trouvé une quantité extraordinaire de VIH, alors qu'il s'agissait d'individus en bonne santé, sans antécédent d'exposition au VIH. Pas de sida, évidemment, et aucun syndrome que l'on pourrait même qualifier de significatif. Et pourtant, 0,6% de cette population était infectée par le VIH, contre seulement 0,1% par la grippe. Nous avions donc 5 fois plus de VIH que de grippe et 8700 personnes asymptomatiques. Nous avions 5 fois plus de VIH que d'hépatite C. Nous devons donc vraiment remettre en question le concept selon lequel le VIH puisse même être un agent causal. C'est l'un des virus qui n'est plus en relation avec la circulation sanguine humaine lorsque nous accélérons un environnement toxique qui défie le système immunitaire. Le timing est intéressant. À l'évidence, les premiers cas de sida et de sarcome de Kaposi ont été signalés au début des années 80. Et le timing était intéressant car nous avons assisté à une augmentation radicale de l'hépatite C et des virus de l'herpès à la fin des années 70, exactement au même moment où le VIH a été identifié dans le syndrome du sida. Il s'est donc passé quelque chose entre 1976 et 1981 qui a radicalement changé la relation de l'homme à l'ensemble du virome, y compris les quelques-uns que j'ai mentionnés. J'ai mentionné plutôt que j'avais 10 à 15 virus dans mon sang en ce moment, dont la grande majorité, 99,999%, n'a jamais été nommée. Nous regorgeons donc d'informations virales. Quelque chose est arrivé aux humains pour changer leur relation avec ce virome à la fin des années 70. Et il se trouve que cela correspond au temps de l'avènement du Roundup et du glyphosate dont nous avons parlé plus tôt. Il est intéressant de noter que le glyphosate bloque la voie de l'acide chimique, ce qui a des répercussions importantes sur le système immunitaire. Mais notre laboratoire a travaillé ces 6 dernières années à comprendre la toxicité directe du Roundup sur les humains. Donc oui, il tue les bactéries, bloque la voie de l'acide chimique, fait tout cela, mais y a-t-il une toxicité directe sur le système humain? Nous sommes les premiers à publier à ce propos. Lorsque vous exposez l'intestin humain, le système vasculaire, la barrière hémato-encéphalique, les tubules rénaux à ce produit chimique, il brise les jonctions serrées. Et les jonctions serrées sont le velcro entre notre corps et le monde extérieur. Quand vous perdez les jonctions serrées, vous vous transformez en passoire. Et ce que vous venez de détruire est la ligne de front de toute une catégorie d'immunité humaine que nous appelons le système immunitaire inné. Et donc, de 1976 à 1981, pour la première fois, nous avons ajouté un produit chimique au système agricole qui est soluble dans l'eau, ce qui signifie qu'il est entré dans nos nappes phréatiques, dans notre air, dans nos systèmes alimentaires, et a ensuite accéléré tout au long des années 80. Et dans les années 90, sa pénétration dans tous les pays occidentaux, et l'Afrique en particulier a été l'un des premiers pays inondés de glyphosate Roundup à la fin des années 70. Nous avons donc assisté à l'arrivée de ce produit chimique qui a soudainement perturbé le système immunitaire inné des humains. Et le système immunitaire inné disparu, ou tout d'un coup endommagé sur sa ligne de front, nous avons changé de relation à tout ce qui est viral. Et je crois donc que l'hépatite C, l'épidémie de VIH et, vous savez, l'ère du sida, tout indique une lésion catastrophique du système immunitaire inné de l'humanité, pas une nouvelle attaque virale. Des études récentes, publiées il y a quelques mois à peine, ont remonté l'historique de la banque du sang qu'on a pu dater de 1959. Et sans surprise, on retrouve le VIH dans une banque du sang aux États-Unis en 1959. Donc, le VIH existe depuis la nuit des temps, peut-être depuis des milliers d'années. Or, il devient un problème en 1980. Pourquoi? Parce que nous avons rompu le système immunitaire inné, certainement par la prise de drogues illicites que vous avez mentionnées avec, vous savez, les styles de vie devenus très propices au VIH et au sida. Mais il y a eu une autre rupture essentielle, plus profonde, je pense, pour la population entière lorsque nous avons commencé à mélanger un produit chimique à notre alimentation qui détériore la ligne de front de notre système immunitaire inné. Alors, comme vous le savez, beaucoup de gens se penchent sur la polio. Il y a des personnes qui encouragent la vaccination et il existe ce mythe que le vaccin contre la polio a éliminé la polio. Et il y a d'autres personnes qui soutiennent que la polio existe depuis des milliers d'années et qu'elle ne provoquerait la plupart du temps peut-être qu'un rhume léger. Beaucoup de gens atteints de polio ignoraient qu'il l'était. Mais il s'est passé quelque chose dans les années 80-90 qui a permis au virus de la polio de pénétrer dans la colonne vertébrale et de commencer à paralyser un petit pourcentage de personnes qui y étaient exposées.
Une des hypothèses avance que c'était dû à l'utilisation généralisée des pesticides, en particulier les pesticides du début à base d'arsenic et de mercure. Puis plus tard dû au DDT, la polio sauvage disparaissant généralement dans le même espace-temps au fur et à mesure que le DDT a été éliminé. Par exemple, dans notre pays, le DDT a été interdit en 1973 et le dernier cas de polio s'est produit en 1979. Et encore une fois, comme vous le savez, la polio affectait généralement les gens pendant les mois d'été et au printemps. Les personnes le plus couramment touchées étaient celles qui se baignaient dans des étangs des fermes. C'est là, en fait, que Franklin D. Roosevelt a apparemment contracté la maladie. Donc, c'est cohérent avec ce que vous dites. Je voudrais également parler ici de Phil Landrigan, que vous connaissez probablement. C'est l'un des plus grands experts. Il a mis son expertise à mon service dans de nombreux cas. Il est l'un des plus grands experts en matière de produits toxiques et de leur impact sur la santé humaine, avec une approche plus conventionnelle que la vôtre. Par exemple, il a constaté cette exposition des maladies chroniques que nous avons eues dans notre pays et que vous avez mentionnées. Ainsi, en 1940, le taux de maladies chroniques chez les Américains était d'environ 6%. C'est probablement un bon point de départ. Le département de la santé a révélé une étude en 1986 qui indiquait que le taux était passé à 12,8%. Puis, en 2006, le département de la santé a réalisé une autre étude complète qui a montré que le taux était passé à 54%. Il a donc doublé entre 1940 et 1986. Mais ensuite, vous voyez, il a quintuplé entre 1986 et 2005. Landrigan est intervenu en disant « Ok, ce chiffre est bien trop élevé, ça doit être une agression de l'environnement. » Parce que les gènes ne provoquent pas d'épidémie soudaine, ça vient forcément de l'environnement. Il y a un nombre limité de facteurs responsables qui suivent cette même chronologie. Et vous savez, je pense que nous devrions les étudier tous. Et le glyphosate, qui est vraiment devenu omniprésent à partir de 1994, était clairement l'un d'entre eux. Les PFAS ininflammables étaient aussi en cause. Le mercure et d'autres métaux devenus omniprésents, comme l'aluminium qui est devenu, vous savez, omniprésent. Il était enfermé dans la terre pendant des siècles et brusquement nous avons commencé à le libérer. Les ultrasons, je pense, étaient aussi sur la liste, ce que j'ai trouvé intéressant. Et puis les ondes électromagnétiques, vous savez, les téléphones portables. Il en existe un certain nombre et, vous savez, une des questions qui se pose, vu que nous connaissons les agents responsables, c'est assez facile à faire. Vous savez, de concevoir des études épistémologiques et d'essayer d'éliminer certains d'entre eux, même s'ils contribuent probablement tous. Et les vaccins, bien sûr, en sont un autre. On a créé les vaccins. Nous sommes passés de 3 vaccins quand j'étais enfant à 72, qui en plus contiennent beaucoup d'ingrédients qui pourraient aussi être des facteurs comme le mercure et l'aluminium. Mais vous savez, c'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas d'agences de santé qui disent « Ok, voilà le problème. Nous en connaissons les agents responsables. Déterminons lequel fait quoi. » Et cette recherche n'est absolument pas faite au niveau fédéral. Oui, malheureusement, ni même faite avec chaque produit chimique individuellement, vous savez. Mon équipe faisait partie d'un groupe qui a fait une déposition devant l'EPA en novembre dernier lors de leur session publique, juste avant qu'elle ne revalide l'utilisation de Roundup et du glyphosate dans l'agriculture américaine pour 13 années de plus, ce qui a eu lieu. Et lorsque nous avons tenté de combattre cette décision, nous avons apporté, vous savez, plus de 96 articles de revues scientifiques évalués par des pairs avec notre équipe complète. Et ça a été fascinant de voir ce comité de réglementation composé, vous savez, de tous ces scientifiques de labos, de sociétés quelconques, être assis là et écouter 96 études démontrant les dommages directs sur les humains de, vous savez, toutes sortes de voix.
Et puis une énorme quantité de données autour de l'impact sur les espèces indispensables à la survie de l'homme, comme les abeilles par exemple, et les souris qui aident à aérer les champs, etc. Toutes ces espèces ont été affectées de manière désastreuse. Et puis au final, ils valident le produit chimique par l'intermédiaire de cette femme à la tête de ce panel qui nous écoute, qui se lève et qui dit qu'aucune de nos données scientifiques ne peut aboutir à une décision réglementaire parce qu'elle n'a pas été présentée de façon réglementaire, que nous n'avons fait que présenter un tas de documents scientifiques. Et ça a donc été très révélateur, vous savez, de la raison pour laquelle notre périple en tant que scientifique, pour changer le paradigme de ce cadre réglementaire, était impossible. Parce qu'ils ont été formés pour ne pas comprendre la science ou pour ne pas être capables d'écouter la science, même s'ils savent qu'ils sont tous sous le joug de ce qu'on leur a dicté, à savoir que si ce n'est pas présenté de façon réglementaire, ils ne peuvent pas entrer en matière. Ils ont été dépossédés de la possibilité d'intégrer la science dans la prise de décision réglementaire. Et je pense que c'est déplorable pour notre pays de priver de pouvoir ceux-là même, les fonctionnaires qui, je pense, ont probablement choisi de faire ce qu'ils font avec de très bonnes intentions, mais qu'on empêche de faire ce qui est juste en leur disant qu'ils ne peuvent pas utiliser leur cerveau et leur intuition dans le cadre de leur travail. Ils doivent au contraire se concentrer uniquement sur cocher les cases réglementaires à remplir. C'est donc un pitoyable état de fait pour un seul produit chimique comme celui-là. Mais ce que vous soulevez, c'est quelle est la toxicité de 64 herbicides et résidus de pesticides dans un seul verre de vin californien? Ce qui, de nos jours, est la toxicité moyenne d'un verre de vin. Personne ne le sait, personne n'a même étudié la toxicité directe d'un seul de ces produits chimiques, et encore moins de tous ensemble. Et donc, la seule conclusion à laquelle, vous savez, mon groupe est arrivé est « nous devons tout arrêter ». Nous devons mettre les circuits alimentaires chimiques au point mort. Et nous devons le faire extrêmement rapidement. Le nombre des spermatozoïdes dans les pays occidentaux a diminué de 53 à 57% au cours des 40 dernières années. Nous sommes à l'heure actuelle à mi-chemin de l'extinction de notre espèce. Il suffit de 20% supplémentaires pour que nous perdions la fertilité en tant qu'espèce. De nos jours, un homme sur 3 est stérile dans les pays occidentaux à cause d'un nombre de spermatozoïdes inférieur à 15 millions par millilitre. Donc, nous avons cet effet dévastateur sur notre capacité de reproduction. Pas besoin de l'autisme, des maladies chroniques et de tout le reste. Rien que par la quantité de spermatozoïdes, nous sommes, vous voyez, à quelques décennies de notre extinction, de par notre quantité disponible. Donc, nous n'avons pas le temps d'attendre des groupes de régulation. Nous devons immédiatement, en tant que communauté mondiale, regarder la nature et nous demander quel était son modèle. Quel était le modèle de mère nature pour la vie? Et la réponse est fantastique, est en fait assez simple. L'adaptation et la biodiversité sont le secret de la vie sur Terre. Chacune des 5 grandes extinctions qui ont précédé la 6e, dans laquelle nous nous trouvons, n'a jamais été suivie d'un retour à la normale de la biologie. Je pense que les dinosaures ont été un événement biologique extraordinaire. Si j'étais mère nature, j'aurais plutôt été satisfaite des dinosaures. Et s'ils venaient à disparaître, je les recréerais parce que c'était génial. Ils ont existé longtemps, plus longtemps que nous. Beaucoup plus longtemps que nous, c'est sûr. Vous savez, une des choses... Pardon de vous interrompre, mais vous savez, des choses dérangeantes, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une sorte d'incapacité technocratique de ne rien faire d'autre que de cocher des cases. Mais il y a quelque chose d'insidieux, d'envahissant et d'inquiétant par rapport à la prise de contrôle par l'industrie pharmaceutique de, vous savez, la cooptation de tout le programme du système fédéral de réglementation de la santé. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai mentionné Tony Fauci. Tony Fauci est arrivé en 1984 à l'Institut national des maladies infectieuses et allergiques. Et donc, en 1984, il a pris les rênes et cette année-là, le taux de maladies chroniques que son travail consiste à combattre était de 12,8% de maladies allergiques auto-immunes. Le taux des maladies chroniques est aujourd'hui, ou en 2006, de 54%. Il n'a jamais financé d'études pour savoir d'où ça provenait. Il a un des plus gros budgets du gouvernement fédéral, le plus gros au monde, toutes sciences confondues.
il a, avec les contributions militaires, 7,6 milliards de dollars par an qu'il distribue. C'est son budget et il est censé prendre cet argent et trouver ce qui cause l'autisme. Pourquoi l'autisme est passé de 1 enfant sur 10 000 à 1 enfant sur 34? Pourquoi les maladies allergiques sont passées de 1 enfant sur 2 ou 3 000 à 1 enfant sur 12? Pourquoi les allergies aux arachides explosent-elles? Que s'est-il passé? Pourquoi les maladies rhumatoïdes, l'arthrite, le diabète, le lupus, la maladie de Graves, la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable, pourquoi sont-elles toutes explosées à partir de 1989? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Il n'étudie pas ça. Il prend tout cet argent et il l'utilise pour développer des traitements pharmaceutiques pour l'industrie qui lui donne ensuite. Il contribue au brevet de médicaments qu'il développe, vend les médicaments pour en transférer la propriété aux sociétés pharmaceutiques qui les produisent ensuite. Et son agence récupère une partie des royalties sur nombre d'entre eux. Entre 2009 et 2016, 100% des médicaments qui ont été approuvés par la FDA sortaient de son commerce. Donc, il est devenu l'incubateur de cette industrie. Il ne fait pas ce pourquoi nous le payons, qui est de nous dire pourquoi nos enfants sont si malades. Pourquoi plus de 50% de nos enfants sont affaiblis par des maladies chroniques à vie? Pourquoi personne n'étudie ça? Et c'est, vous savez, j'aime votre approche de la question. J'aimerais que vous soyez à la direction du département de la santé et que vous redirigiez cette chose pour sauver réellement l'humanité. Eh bien, je pense, vous savez, que nous pouvons le faire plus rapidement que le département de la santé et j'en suis très heureux. J'ai donc quitté l'université en 2010 et j'ai créé ma propre clinique. 2 ans plus tard, nous avons commencé à étudier le sol et nous avons trouvé des molécules dans le sol qui ont mis en évidence un tout nouveau concept médical, à savoir que les bactéries fabriquaient des médicaments, ce qui était un monde nouveau pour moi. Et donc, nous avons plongé là-dedans et j'ai créé ma propre entreprise de biochimie, vous savez, avec un laboratoire privé, pour 10 000 $. Et avec ce laboratoire de 10 000 $, nous avons commencé à prouver que le Roundup, le glyphosate, était vraiment à la base de la destruction du système immunitaire inné par la destruction des jonctions serrées et d'autres structures protéiques dans la cellule humaine. Et donc, je suis frappé par la somme peu élevée qu'il a fallu. Vous savez, 10 000 $ par rapport aux 1,5 milliard de dollars ou plus que l'industrie pharmaceutique vous dit qu'il faut pour mettre au point un médicament. Nous avons trouvé un médicament dans la nature et nous sommes capables de l'extraire des sols vieux de 60 millions d'années et de le mettre dans des compléments alimentaires pour moins de 25 000 $. Parce que nous n'avons pas eu à supplanter la nature. Au lieu de cela, nous avons essayé de co-créer avec la nature. Et donc, je crois que l'avenir n'est pas d'essayer de mobiliser des centaines de milliards de dollars pour le développement et la recherche pharmaceutique. L'avenir est de revenir en arrière, loin en arrière, et de se dire qu'est-il arrivé à la biologie humaine entre, vous savez, la destruction de la terre arabe il y a quelques centaines d'années et maintenant. Et comment réinventer cette relation? Comment pouvons-nous favoriser à nouveau cette relation du système sol, eau, terre et la biologie humaine? Et la vitesse à laquelle nous guérissons est stupéfiante. Et donc, ce qui est exaltant, c'est que nous n'avons pas à attendre après le département de santé ou qui que ce soit d'autre. Ce que nous devons faire, c'est créer un consortium d'experts et de leaders en matière de santé, d'énergie, d'écologie et de nutrition pour créer le futur que nous voulons. Nous devons travailler main dans la main pour dire « Voici une méthode pour créer un sol propre et sain en 3 ans. Nous pouvons prendre de la terre toxique, vous savez, cultiver chimiquement de la terre morte et la transformer en sol dynamique qui sont exempts de tout résidu de glyphosate et tout ça en 3 ans. Qu'arriverait-il si nous faisions cela sur une zone en y associant une nouvelle méthodologie pour faire refluer l'eau dans les sols au lieu de la laisser s'écouler dans les fleuves éloignés? Et en créant ainsi des microclimats, nous pourrions enrayer la désertification au Texas et dans d'autres régions critiques des États-Unis qui se sont désertifiées au cours des dernières décennies. Et si nous commencions à faire marche arrière et à concevoir tout cela, les humains qui se trouveraient alors dans ces environnements seraient radicalement et immédiatement transformés. Et nous avons fait ça à une petite échelle en changeant juste le repas de midi d'enfants dans l'ouest d'Oahu à Hawaï. Ils ont lancé un programme pour une ferme régénérative intégrée à l'éducation des enfants.
100% des Hawaïens autochtones qui étaient dans ce programme étaient prédiabétiques et âgés de moins de 18 ans. En 3 mois, 100% d'entre eux n'avaient plus de prédiabète, en changeant simplement un repas par jour. Et en les aidant à interagir avec ce jardin et à cultiver des aliments régénérateurs, ils ont fait partie de la main-d'œuvre et tout ce qui touchait à l'expérience éducative. Et cela a radicalement changé leur santé en moins de 3 mois. Vous venez de changer la trajectoire de vie de quelqu'un qui risquait de souffrir de diabète, de maladies cardiaques précoces, d'amputation et finalement de mourir de causes cardiovasculaires à un jeune âge, en une personne qui, à 15 ans, a une trajectoire de vie complètement différente, juste avec un repas. Nous sommes par conséquent très enthousiastes par rapport au potentiel. Et donc, je suis gestionnaire de portefeuille pour un nouveau fonds philanthropique qui vient d'être créé, le Fonds pour la résilience humaine. Et grâce à cette énorme opération philanthropique, nous finançons beaucoup de projets scientifiques, bien sûr, ainsi que l'étude du système immunitaire inné. Le système immunitaire humain est soutenu par son environnement. Et comment nous pouvons couper court immédiatement, de sorte que les 24 communautés les plus touchées, qui sont principalement les communautés nomades, les classes socio-économiques défavorisées, surtout aux États-Unis, qui ont été si durement touchées par quelque chose comme la récente pandémie. Comment y aller, démarrer et créer des systèmes alimentaires régénératifs. Ainsi, l'une des choses que nous transposons, c'est le travail d'Eric Cutter avec Alegria Fresh à Irvine, en Californie. Il a installé un système de culture avec une banque alimentaire à Irvine en mars, avec un fonds d'urgence Covid de la Banque America, 150 000 $ pour ce système de culture qui produira une énorme quantité de produits. Ils ont eu leur première récolte dans les 6 semaines qui ont suivi l'installation au-dessus de la chaussée. Donc, vous l'installez sur de vieux parkings en asphalte et vous faites pousser de la nourriture normale en 6 semaines. En 10 semaines, vous avez votre 3e récolte. Donc, nous avons cette énorme machine régénérative qui peut ensuite servir de levier pour générer plus d'argent. Et on arrive à presque 500 tonnes de matières produites nourrissant un demi-million de personnes grâce à cette seule banque alimentaire avec 150 000 $. Et donc, nous allons élargir ce programme vers un système de culture sur 12 mois compatible avec tous les écosystèmes, par entre autres l'ajout de serres. Pour moins d'1 million de $ par site, nous pouvons mettre en place des systèmes agroalimentaires régénératifs en cycle annuel dans ces déserts de production alimentaire que sont les environnements urbains typiquement. Mais je suis très enthousiaste à l'idée d'installer un prototype test dans un centre carcéral pour démontrer l'amélioration des fonctions neurologiques et la rémission des détenus, pour réduire les récidives et améliorer les résultats quand ils sortent de prison. Je suis enthousiaste à l'idée d'en installer une dans une école et une autre à l'intérieur d'une réserve Navajo. Il me tarde d'équiper ces déserts de production alimentaire pour démontrer que la résilience de l'être humain est presque instantanée dès que nous sommes en harmonie avec la nature, simplement par le système agroalimentaire. Donc, je suis ravie que le département de santé poursuive dans sa voie. Je n'ai aucun espoir de retourner la situation de mon vivant, mais je peux le rendre obsolète. Et je peux rendre ce système obsolète si je crée une alternative rentable au sein de l'écosystème des innovations de l'humanité et démontrer son indépendance. Personne ne refuse l'indépendance. Si vous démontrez sa résistance, son indépendance et son autonomie, tous les humains de la planète voudront y avoir accès. Peu importe que vous soyez un milliardaire. Prenons soudain conscience de la fragilité de votre système de production alimentaire, de votre chaîne d'approvisionnement. Vous avez vu ces chaînes d'approvisionnement de milliers de kilomètres perturbées par cette pandémie. Peu importe la fortune que vous possédez, l'étagère de l'épicerie reste vide. La décentralisation du système de production alimentaire se fera à travers des systèmes comme celui que nous concevons à l'échelle locale, afin que chaque quartier puisse disposer de son propre système de culture, d'une résilience sans limite et sécurisante. Nous résoudrons l'épidémie de maladies chroniques par ce simple accès à de la nourriture saine et régénérative, à un sol naturel qui nettoiera notre air également. Et donc, le Fonds pour la résilience humaine est juste fantastique pour les gestionnaires de fortune, pour les fondations et les grands investisseurs qui sont au SEC. Je peux vous assurer que ce fonds est formidable car avec seulement 100 millions de $, nous pouvons dépasser les trillions de dollars du vieux modèle via des investissements stratégiques et tactiques ciblés pour changer radicalement le champ de l'innovation. Et la biologie humaine y répondra très rapidement. Mère Nature nous tend la main et nous ouvre les bras pour nous accueillir à nouveau dans l'abondance en tant qu'espèce en son sein. Nous n'avons pas besoin de résoudre le problème, elle a déjà les solutions. Nous devons arrêter de nous battre contre elle et réaliser que nous sommes issus de la nature. Nous ne sommes pas contre elle, nous sommes la résultante du microbiome. Nous ne sommes pas contre lui. Nous sommes par essence une expérience d'évolution du virome. Nous ne serions pas humains
En fait, les mammifères n'existeraient pas sans l'intelligence du virome qui a construit notre génome. Notre génome est la résultante de l'insertion directe de codes génétiques viraux. 52% du génome humain provient directement des virus insérés au cours des derniers milliards d'années. Donc, nous ne serions pas ici sans les virus. Nous ne serions pas ici sans un macrobiome sain dans nos corps. Ce modèle est déjà là, la science l'a prouvé. L'heure est désormais à la mobilisation et à la création d'un plan cohérent pour la population. Et c'est ce qui me motive, nous pouvons faire bouger tout ça. C'est si facile de se laisser stresser par les pouvoirs en place alors qu'on entend beaucoup de choses à propos d'un état profond, d'une cabale, de toutes sortes de choses comme ça. La décision nous appartient, c'est nous qui sommes en réalité sur le siège du conducteur. Et nous pouvons nous laisser abattre par leur narratif de peur et de culpabilité, rentrer dans ce jeu-là. Ou nous pouvons tout simplement créer une alternative. Et alors, peu importe combien ils se sentent puissants, ils s'effondreront instantanément parce que nous nous serons simplement extraits de cet environnement pour créer l'avenir que nous voulons. Tout comme notre système immunitaire inné diffère du système immunitaire adaptatif, nous n'avons pas à lutter contre quoi que ce soit. Notre système immunitaire inné est une machine intelligente qui s'adapte et qui entretient une relation saine avec la biodiversité. En fait, il englobe cette biodiversité. Il n'essaie jamais de tuer un virus ou de tuer une bactérie. Il cherche à accueillir cette biodiversité au sein de son environnement. De la même manière, il nous suffit maintenant de construire des environnements socio-économiques et politiques qui ressemblent à cela. Et pourquoi ne saisirions-nous pas l'opportunité de créer plus de biodiversité dans notre pensée politique, dans nos standards de comportement sociétaux et finalement dans notre assiette? Quelle a été la dernière fois où votre repas a représenté une communion authentique avec la biodiversité? Transposez cela à votre vie en société et c'est ainsi que nous créerons un nouveau futur presque instantanément. Comment réagiriez-vous si Bill Gates vous envoyait un gros chèque pour ce fonds? Bill Gates représente une énorme opportunité. Car si vous considérez que 2 mois avant le début de la pandémie, il y a eu cette grande série Netflix sur le cerveau de Bill. Une coïncidence incroyable. La chose la plus connue que Bill ait jamais faite, c'est cette série Netflix sur lui-même, sur tous les livres qu'il lit et tout le Coca Light qu'il boit. J'ai regardé ça avec mon œil de médecin et je me suis dit « Waouh, il va être bien conservé dans la tombe parce que lorsque vous buvez du Coca Light, il se transforme en formaldéhyde. Et donc, cet tissu étant en formaldéhyde, il ne pourrira peut-être jamais dans la tombe s'il boit suffisamment de Coca Light pour sa conservation. » Mais d'un point de vue plus large, lorsque vous le voyez s'asseoir avec Warren Buffett dans un café et se mettre à dessiner sur sa serviette en disant « Nous sommes allés là-bas pour attaquer la polio, mais ensuite elle est apparue ici, dans le nord de l'Inde. Alors nous avons envoyé des personnes à vélo pour nous infiltrer et nous l'avons supprimée là-bas, mais ensuite elle est réapparue ici. » Il continue à jouer à ce jeu de cache-cache avec la polio dans le nord de l'Inde parce qu'il est dans cet état d'esprit de se dire qu'il peut vaincre ce virus. Je peux le vaincre si j'arrive à faire ce qu'il faut et si j'y mets suffisamment d'argent. Mais ce qui est évident de mon point de vue depuis l'explosion complète de mes anciennes convictions, je veux dire, si j'avais regardé ça il y a 10 ans, j'aurais pensé, il est en campagne pour tenter d'éradiquer la polio. Mais il est devenu évident pour moi, quand je regarde ça aujourd'hui, que les scientifiques qui conseillent Bill Gates et ses fondations lui ont offert un échiquier en 2 dimensions. Et il essaie de déplacer les pièces sur ce plateau, dans ce plan en 2 dimensions. Mais il ne peut pas gagner car le microbiome est un système tridimensionnel. Sol, eau, air. L'air que nous respirons, 10 puissance 31 virus. L'eau dans laquelle nous nous baignons, 10 puissance 31 virus. Le sol qui nous nourrit, 10 puissance 31 virus. 10 puissance 31, c'est 10 millions de fois plus que le nombre d'étoiles dans tout l'univers. Ce sont des nombres astronomiques de virus. Et lui, il essaye de le combattre avec une stratégie humaine dérisoire. Il n'existe aucune stratégie humaine pour l'équilibre avec le virome. Il s'agit d'une stratégie biologique, c'est une stratégie de mère nature. Les humains ne sont qu'une toute petite pièce du puzzle. Et je serais ravi de donner à Bill Gates ce modèle tridimensionnel et de lui dire « Vous voulez arrêter toutes sortes d'épidémies en Inde, que ce soit la polio endémique, le VIH, vous choisissez. Je peux vous montrer comment vaincre cela en moins d'1 décennie, en modifiant le système immunitaire inné de cette population. On l'a fait avec succès aux États-Unis pour éradiquer la polio. Nous ne l'avons pas fait avec un vaccin, nous l'avons fait en modifiant l'écosystème autour des enfants. Nous avons chloré les piscines, nous avons placé les enfants dans un environnement où ils ne se baignaient plus dans des eaux chaudes qui permettaient au virus de proliférer.
Nous avons arrêté d'irradier les amygdales des enfants. Nous avons arrêté de retirer les amygdales dans les années 70 en découvrant que la généralisation de l'ablation des amygdales était une très mauvaise idée, car elles sont le premier rempart du système immunitaire inné ainsi que du système immunitaire adaptatif dans la partie supérieure des voies respiratoires. Rendez-leur leurs amygdales et empêchez-les d'aller nager dans des piscines chaudes en plein été. Et tout d'un coup, la polio disparaît. Elle recule d'une manière spectaculaire. Il me semble l'avoir vu dans une des planches de votre présentation. La polio était en déclin quand l'Institut Salk a sorti son vaccin de terrain. Et puis elle a disparu environ 15 ans plus tard quand nous avons enfin arrêté l'ablation des amygdales et enfin chloré les piscines. Nous avons modifié l'écosystème et le virus a disparu en 10 ans. Et donc nous pouvons reproduire ça dans le monde entier. Le VIH et le sida en Afrique existent depuis longtemps. Nous devons mettre en place en Afrique un programme de renforcement du système immunitaire inné en commençant par accorder des microcrédits aux gens là-bas pour construire leur propre système de production alimentaire résilient. Et alors le VIH et le sida deviendront de l'histoire ancienne. Nous devons donc renforcer ces piliers fondamentaux de la biologie humaine, et la biologie fera le reste. Concernant le microbiome, si les cellules humaines ne peuvent pas rivaliser, alors les bactéries le feront à coup sûr. Sur la planète, il existe une bactérie pour chacune des toxines qui a été inventée. Il y a encore des éléments radioactifs qui s'écoulent de Fukushima à un rythme de 3800 mètres cubes d'eau de mer par jour, et qui continuent à se déverser dans l'océan Pacifique sur la côte japonaise, même des années après la catastrophe. 3800 mètres cubes de matière radioactive par jour, et des bactéries appelées Pseudomonas les ingèrent. Les Pseudomonas adorent l'uranium radioactif. Et c'est si exaltant de constater que le microbiome a des niches pour absorber l'ensemble des contaminations toxiques. La raison pour laquelle nous ne sommes pas détoxifiés par le microbiome, c'est parce que nous pensons qu'il joue contre nous. Alors nous continuons à vouloir l'éradiquer avec des efforts de plus en plus violents. Nous désinfectons chaque avion, désormais nous menons un véritable combat nucléaire pour détruire le microbiome au fil de cette pandémie, ce qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Et par là même, nous accélérons notre destruction. Mais si nous changeons de comportement, si nous consentons à devenir un partenaire de la nature, nous pouvons faire exploser ce paradigme. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, Zach. Je voudrais m'entretenir avec vous au sujet du Covid. Et si je comprends bien votre perspective selon laquelle les virus sont nos alliés, alors que dire de ce virus qui est si déroutant, n'est-ce pas? Car il ne se comporte pas vraiment comme les virus que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Larry Palevsky me disait récemment que tous les autres virus connus nous font expectorer. Ils nous font moucher, tousser, expulser du liquide de nos yeux par les larmes. Ils provoquent des éruptions cutanées. Mais celui-ci ne fait rien de tout ça. Vous savez qu'il y a de nombreuses spéculations sur ce qui provoque la maladie, même s'il s'agit réellement d'un virus. Manifestement, c'est réel. Il se passe quelque chose et cette chose tue de nombreuses personnes. Quel est votre diagnostic et quelles sont vos recommandations? D'accord. Écoutez, les coronavirus existent de façon certaine et attestée depuis au moins 750 ans dans la biologie humaine. Donc nous vivons avec eux depuis des siècles. Les coronavirus mutent tout le temps selon le même processus que tous les autres virus qui mutent à grande vitesse, à chaque fois que la biologie humaine décide qu'elle doit intervenir. Donc, si un porc ou une bactérie au beau milieu de la Chine se retrouve massivement confrontée à un antibiotique agressif et particulièrement toxique destiné à l'agriculture, alors il essaie de trouver une faille ou un échappatoire pour s'affranchir de la menace d'extinction qu'il subisse. Il a la capacité d'enregistrer l'information virale, de la reconfigurer, de la réécrire et de la relâcher dans l'environnement. Donc, la biologie produit constamment des versions adaptées de virus. Et plus nous mettons de pression sur la biologie, plus nous la stressons, plus elle crée rapidement des variants. Donc, l'enseignement que nous pouvons tirer de l'année dernière est avant tout que nous savons que cela devait arriver, qu'il allait se produire quelque chose de majeur au cours de la grippe saisonnière 2019-2020. Et cela aurait pu être n'importe quel autre virus. On a choisi de mettre en lumière le coronavirus. Mais je suis convaincue que ce sont de nombreux virus qui ont provoqué cela, bien au-delà d'un seul. Pourquoi? Parce que lors de la grippe saisonnière 2018-2019, nous avons observé le plus faible taux de mortalité des 7 dernières années de grippe saisonnière, notamment chez les personnes âgées. Et donc, nous avons comprimé le taux de mortalité avec une forte probabilité vers l'année suivante.
suivante. Avec une population vieillissant d'une année supplémentaire et l'accumulation croissante des maladies chroniques et de l'âge, les exposant à la saison virale suivante. Donc, nous aurions vu une mortalité relativement élevée de toute façon, du simple fait de ce qui s'est passé l'année d'avant. C'était la mise en place de ce que nous allions appeler une pandémie. Il y a des pandémies en permanence. 12 800 virus respiratoires ont été répertoriés comme pandémies depuis 1976, lorsque le glyphosate a été introduit. Il a été un facteur d'accélération par rapport aux 25 années précédentes. Donc, il y a des pandémies liées à des virus toutes les semaines. Ils sont surveillés à travers le monde, ils se déplacent et mutent en divers variants, provoquant des rhumes, des syndromes respiratoires, des pneumonies, etc. Donc, tous ces virus sont là autour de nous. Et tout est en place pour une mauvaise saison 2019-2020 sur le plan des infections respiratoires. On a choisi de tout focaliser sur un seul virus, mais ce virus n'est présent que dans le sang. Le CDC a publié cette information agréée par tous selon laquelle le virus est seulement présent dans le sang, à des concentrations mesurables pendant 3 à 5 jours, et il culmine généralement autour du premier jour des symptômes, ce qui signifie qu'un jour et demi ou 2 jours après l'apparition des symptômes, il n'y a plus de virus détectable dans votre sang. Bien sûr, la mortalité qui en découle survient des semaines plus tard, donc dire que les gens meurent d'un quelconque virus est très inexact d'un point de vue scientifique. Les gens meurent d'un enchaînement de réactions immunitaires qui se produisent à la fin de l'exposition à un nouveau virus non reconnu par notre système immunitaire inné, lui-même endommagé par l'ensemble de notre environnement chimique. Alors, nous générons une réponse inflammatoire du système immunitaire adaptatif, alors que nous aurions juste dû garder l'équilibre de notre système immunitaire inné. Le système immunitaire inné ne fabrique jamais d'anticorps. Il n'en a pas besoin, il ne tue rien. Il contrôle juste les informations génétiques qui circulent dans nos cellules. Il les bloque juste avant qu'elles ne pénètrent dans nos cellules. Et donc, ce n'est que lorsque nous perdons le système immunitaire inné que le système immunitaire adaptatif devient un débat significatif. Mais ce n'est en aucun cas lui qui élimine le virus. Quand vous évoquez les mucosités ou les symptômes habituels d'expectoration lors d'un rhume, par exemple, ce n'est pas le virus qui les provoque, c'est votre système immunitaire qui possède un nettoyage. Et le mucus n'est en fait qu'un tas de cellules mortes en train d'être évacuées de votre corps. Ce virus ne cause pas de dommages généralisés à l'intérieur de l'appareil respiratoire. En réalité, il provoque un changement physiologique des globules rouges. Et c'est ce changement qui génère la toxicité et l'hypoxie. Par conséquent, les gens sont morts d'hypoxie. Au cours des 18 derniers mois, on a pris l'habitude de parler de Covid-19 qui désigne le syndrome et non le virus. Le virus est le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 est présent pendant 3 à 5 jours. Il s'en va grâce au système immunitaire inné, cela dit en passant, et il faut des semaines avant que les anticorps ne se développent, ce qui signifie que les anticorps n'ont joué aucun rôle dans l'élimination du virus. C'est très important pour quiconque se demande s'il doit ou non se faire vacciner. Le vaccin ne peut apporter qu'une réponse d'anticorps, il ne fait rien pour aider votre système immunitaire inné à conserver l'équilibre avec les virus. Et donc, lorsque vous vous posez la question « dois-je me faire vacciner ?», vous ne vous posez pas la bonne question d'un point de vue scientifique. La science dirait qu'un vaccin n'a rien à voir dans l'interaction avec un virus, c'est votre système immunitaire inné qui a tout à voir dans l'interaction avec les virus. Alors, que devriez-vous faire ? Vous devriez entretenir un macrobiome diversifié, ce qui veut dire être le plus souvent possible à l'extérieur, jardiner, respirer de l'air frais, être sur le sol vivant, etc. Et donc, ce que nous devons réaliser, c'est que nous mourrons de lésions hypotoxiques, pas d'une quelconque infection virale. Et la localisation de ce coronavirus frappant l'épithélium respiratoire nous expose à cette altération des globules rouges, qui modifie alors la quantité d'apport en oxygène qu'on appelle hypoxie histotoxique. L'hypoxie histotoxique est provoquée par le cyanure dans l'air, qui est la toxine la plus répandue. Et d'ailleurs, l'organisation Earth Justice a attaqué le gouvernement américain plusieurs mois avant la pandémie, alors que nous observions les niveaux de cyanure les plus élevés jamais enregistrés dans nos centres-villes. Ils ont poursuivi le gouvernement pour ne pas avoir averti de l'empoisonnement au cyanure qui ressemble exactement au Covid-19. Il s'avère que ce virus, coronavirus, se fixe sur une molécule de carbone dans l'atmosphère, un polluant de l'air appelé PM2.5 qui transporte le cyanure. Et ainsi, le virus est devenu le vecteur pour le cyanure. Donc ce que nous vivons depuis ces 20 derniers mois s'explique logiquement par un phénomène viral où certaines personnes pourront avoir une petite toux, mais une autre partie de la population va subir une lésion hypotoxique beaucoup plus profonde. Cette fameuse hypotoxie histotoxique issue de la pollution de l'air combinée au virus qui agit comme un vecteur. Donc la toxicité ne provient pas du tout du virus, mais de toutes ces toxines indésirables qu'il est capable de
liquide transporté dans nos cellules. Donc, nous mourrons de l'empoisonnement de notre environnement, que nous avons nous-mêmes provoqué, ce qui pourrait être une sorte de justice poétique probablement. Mais ce n'est qu'une partie infime de notre grande marche vers l'extinction. Si l'un d'entre vous pense que cette dernière année a été mauvaise, jetez un œil à la courbe de la population humaine qui a continué à croître cette année. Attendez de voir la véritable bascule de l'extinction. Lorsque nous commencerons à enterrer des millions et des millions de personnes, nous commencerons alors seulement à réaliser ce à quoi ressemble la véritable extinction. Nous n'avons pas même commencé à voir les problèmes que nous avons créés, mais nous pouvons empêcher la crise si nous nous adaptons rapidement au chemin que nous indique Mère Nature. Zach, je n'ai pas envie de vous laisser partir. Nous recommencerons. J'ai 1 million d'autres questions pour vous. Ils viennent d'homologuer ce vaccin Pfizer et je voulais aborder le sujet avec vous, mais je vais devoir attendre la prochaine fois. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Et s'il vous plaît, ne raccrochez pas les gants, gardez la tête froide et continuez à vous battre pour nous tous. Je reviendrai, Robert, c'était un tel honneur d'être avec vous. Merci pour ces décennies d'engagement sans relâche pour l'espèce humaine et pour l'ensemble des Américains. Merci d'être qui vous êtes, c'était un plaisir. Et peut-être devrions-nous nous présenter avec un ticket Bush Kennedy et mettre la panique là-bas. Oh oui, quelle bonne idée, merci Isaac, merci.